Bonjour l'ancêtre, nous voici à nouveau réunis pour votre émission sur la paléontologie, sur l'évolution, sur l'histoire de la vie depuis ses origines jusqu'à nos jours. Suivez-moi à l'intérieur du muséum. Les fossiles, vous en avez déjà observé dans les muséums. Ces fossiles, ils sont de formes, de tailles variées, et les paléontologues passent l'essentiel de leur activité à les collecter tout d'abord sur le terrain, et puis ensuite à les étudier, les mesurer, les classer, les déterminer pour vous les présenter. Les fossiles qui vont nous intéresser aujourd'hui ont été découverts dans le Quaron, et ils datent de 8 millions d'années. 8 millions d'années, c'est une notion qui n'est pas facile à appréhender, et je vous propose d'imaginer que ce calepin, qui représente en fait un an de notre durée de vie, représente la durée de vie de la Terre, c'est-à-dire 4,6 milliards d'années. Si on l'ouvre, à la première page, il y a formation de la Terre, et l'instant où je vous parle se situe tout à fait en bas de la dernière page. Chaque feuille que je tourne représente 12 millions d'années. Que va-t-il se passer à cette échelle? Eh bien, le 28 mars, la vie va apparaître sous forme de petites bactéries, ces animaux microscopiques qu'on va éliminer à l'eau de Javel. Le 24 novembre, ce sont des poissons extrêmement primitifs, les tout premiers vertébrés qui apparaissent. Du 12 au 25 décembre, c'est-à-dire déjà presque à la fin de l'année, ce sont les dinosaures qui dominent le globe. À notre échelle, l'homme a fait le premier pas sur la Lune il y a seulement 14 centièmes de seconde. Ce que je vous propose, c'est un petit saut en arrière de même pas une page. 8 millions d'années simplement. Nous partons ce matin vers 6 heures, voir ce qui se passait en Ardèche. Direction Privas. Et bien voilà, nous sommes arrivés, je suis ici au sud de Privas, à une trentaine de kilomètres de la sortie sur l'autoroute Montélimar. À 20 kilomètres par là, il y a le mont Gerbier de Jonc, qui est la source de la Loire. On a tous entendu parler des volcans du Massif central, tout le monde les connaît. Ici aussi, dans cette région, l'air est vivifiant, mais il y a 8 millions d'années, il y avait des volcans et il y avait des lacs. Comment se sont formés ces lacs? Il y a près de 8 millions d'années, en Ardèche, dans le secteur de Privas, il y a eu une intense activité volcanique de type phréatomagmatique. C'est-à-dire que se sont introduits des laves qui sont rentrées en contact avec des nappes phréatiques, entraînant localement la formation d'énormes cratères d'explosion. Dans ces cratères d'explosion, il y a près de 8 millions d'années, se sont développés des milliards d'algues qu'on appelle les diatomées. Lorsque ces diatomées meurent, leurs petits squelettes se déposent au fond du lac et constituent de véritables marécages. À certains endroits, par exemple en Islande, dans une année, on peut avoir plusieurs mètres de dépôts de diatomées. On connaît encore en Ardèche des lacs de cratères comparables, par exemple le lac d'Issarlès. Mais le volcanisme n'étant plus actif, on n'a pas d'importants dépôts de diatomées. Par la suite, l'ensemble de ces dépôts ont été recouverts par des coulées de lave qui constituent aujourd'hui le Quaron. Cette lave s'est solidifiée, a protégé les diatomites de l'érosion. Ainsi, on retrouve les diatomites sous 50 mètres de basalte. Je suis ici donc sur la bordure est du volcan, et ce que vous voyez à côté de moi, c'est tout simplement les couches successives de lave qui se sont empilées les unes sur les autres. Si j'ai bien compris, la diatomite, elle est dessous. Alors on va aller voir si elle y est. Quand même, il faut y grimper dans ce coin. C'est pas forcément évident. Temps de prendre un petit marteau. Voilà. La diatomite, c'est une roche d'origine lacustre. Et effectivement, elle est bien sous le basalte. Et vous voyez, elle est composée de petits feuillets, empilés les uns sur les autres. Ces feuillets, si on les ouvre précautionneusement, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur?
L'une des propriétés de la diatomite, c'est sa légèreté. Comme vous pouvez le constater, cette roche est extrêmement légère puisqu'elle flotte sur l'eau. Dans ce type de milieu, se sont piégés de nombreux organismes qui sont préservés à l'état de véritables momies. Sur le terrain, cette roche, en fait, est imbibée d'eau. Elle contient jusqu'à 70% d'eau. Alors, dans cette roche, j'ai retrouvé un ensemble d'organismes, de nombreux végétaux, comme par exemple cette feuille de vigne, qui est datée à peu près de 8 millions d'années, cette feuille de châtaignier. On peut retrouver aussi des insectes, par exemple ce remarquable coléoptère, cette sauterelle, mais aussi, plus rarement, des vertébrés. Soit, en partageant la roche, en l'ouvrant, on peut tomber carrément sur le poisson. Il n'y a presque pas de travail. Mais, la plupart du temps, on va retrouver les organismes comme cela. En partageant la roche, on voit uniquement le relief de l'animal. Il va falloir préparer petit à petit l'échantillon. Voilà, je suis en train de travailler sur une antilope, justement. Ça fait à peu près déjà 1 an. C'est un long travail de dégagement, de patience. Vous avez le crâne de l'animal, on voit bien ses dents que j'ai dégagées, l'orbite et sa corne. Il reste à peu près encore au moins 1 an de travail. J'habite dans la région de Carcassonne et je suis passionné de paléontologie depuis déjà assez longtemps. Et je me suis spécialisé dans la recherche des poissons fossilisés. J'ai commencé à fouiller dans le massif du Coiron, c'était en 1975. À l'époque, j'étais étudiant à Lyon et c'est un professeur de paléobotanique qui m'avait indiqué des gisements de diatomites où on pouvait fouiller, où on trouvait notamment des empreintes de feuilles. Et en fait, la première fois que j'y suis allé, j'ai été très agréablement surpris parce que je suis allé sur un gisement qui m'avait été indiqué par un agriculteur et je suis tombé sur l'empreinte d'un poisson. Alors voici au niveau des poissons ce que j'ai trouvé de plus intéressant et de plus particulier sur le gisement. Alors il y a notamment donc, ce petit poisson qui est une blénie, qui est bien connu des pêcheurs côtiers, donc qui est rattaché essentiellement aux os saumâtres. Ensuite, ici on voit une anguille qui est un poisson le seul connu, qui est un poisson actuel également qui se promène entre la mer et les eaux douces. Après là on voit des silures, donc qui sont celui-ci qui est en cours de dégagement, qui n'est pas achevé. Voici la faune la plus classique du gisement. Donc ici un barbeau, donc que l'on connaît également dans nos rivières actuelles. Et ici un Leuciscus, dont le poisson actuel le plus proche donc, est la vandoise et le chevenne. Ce qui est passionnant dans les dépôts lacustres, c'est que pour des amateurs en géologie, c'est très didactique, c'est très facile à comprendre, car les lacs sont une succession de dépôts et au fur et à mesure donc, on clive les roches, que l'on fait de la prospection à travers les couches, on peut très bien retracer toute l'histoire du lac. Alors, ce panneau-là contient les meilleures pièces qu'on a trouvées au cours de nos premières recherches. Il y a là environ 1 mois donc, de travail sur le terrain et donc une trentaine de journées échelonnées sur 7 années. Donc beaucoup de temps. Et on retrouve les espèces courantes, donc, qui sont donc, le barbeau, ici le poisson-chat, le chevenne, et ici encore un barbeau, dont certaines pièces, dont notamment ce dernier, qui a présenté beaucoup de temps pour sa préparation, qui s'est fait toute avec de tout petits outils, sous une loupe binoculaire, et qui a nécessité une 50aine d'heures de travail. Mais quand on est passionné, le temps ne compte pas. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur l'étal du poissonnier? Vous avez un petit peu de tout. On part du poisson de l'océan, de poisson à la coupe, filet, et ensuite on arrive ici, tout ce qui est le poisson de Méditerranée. Vous avez la sole de Méditerranée, qui est magnifique. C'est vrai qu'elle est belle, superbe. ouais. Vous avez le merlan de Méditerranée, qui est ici. Et comme poisson d'eau douce, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la truite de pays.
La truite de l'Ardèche. La truite de l'Ardèche, c'est vrai qu'elle ressemble quand même aux poissons qu'il y avait il y a 8 millions d'années. Ces poissons, ils ont évolué depuis très très longtemps. Quelle est l'histoire des poissons? Alors dis-moi Daniel, cette évolution des poissons, ça commence quand? Parce que c'est une longue histoire quand même. C'est effectivement une longue histoire, ça commence il y a 500 millions d'années et ça va passer par une série d'épisodes qui vont finalement aboutir à nous-mêmes. Et ça commence avec des petites bêtes qui sont couvertes d'une carapace, c'est ce qu'on appelle des ostéostracés, et qui ont cette particularité de ne pas avoir de nageoires. Ça paraît bizarre pour des poissons. Des poissons sans nageoires. Eh oui, c'est des poissons sans nageoires et c'est aussi des poissons sans mâchoire, qui sont représentés encore aujourd'hui d'ailleurs par les myxines et les lamproies. Et puis les nageoires vont apparaître chez un groupe de poissons sans mâchoire et ensuite la mâchoire va apparaître, ce sera avec les placodermes. Et là, on commence à être avec des animaux qui se débrouillent très très bien dans l'eau, qui arrivent à se diriger facilement, qui sont des chasseurs, des prédateurs. Et ensuite, pratiquement au même moment, il va y avoir une espèce d'explosion dans l'évolution avec des groupes qui se distinguent surtout par des types de structures différentes. C'est-à-dire, une partie vont avoir des nageoires rayonnées, c'est-à-dire sur la ceinture pectorale, c'est l'os qui porte les nageoires, il va y avoir toute une série de rayons qui vont s'installer, exactement comme un éventail. On les connaît aujourd'hui, c'est les truites, c'est les dorades. Quand on regarde une nageoire de truite ou de dorade, on voit qu'il y a toute une série de rayons. Ceux-là vont être particulièrement brillants, et ils vont réussir, puisque aujourd'hui, ils représentent 99% de la faune. C'est il y a combien de millions d'années, ça, à peu près, que ça apparaît? Ça apparaît à peu près vers 400 millions d'années. 400 millions d'années, déjà? Eh oui, déjà. Donc l'ancêtre de notre truite est finalement très ancien. Et il est très ancien, effectivement. En même temps, on va avoir les ancêtres des requins et des raies, qui vont apparaître à peu près à la même période. Et puis, dans l'ensemble qui est à proximité des truites, à proximité de ce qu'on appelle les actinoptérygiens, les poissons à nageoires rayonnées, eh bien, il y a un groupe particulier qu'on appelle les sarcoptérygiens, ce qui veut dire les nageoires charnues. Ça, c'est le sélacanthe. Ah ben voilà, c'est ça. D'accord. C'est le sélacanthe, mais avant, en même temps que le sélacanthe, il y en avait d'autres qui, eux, auront un destin particulièrement brillant, puisqu'ils vont donner naissance aux vertébrés marcheurs. Et nous sommes, disons, promus à partir de ces bestiaux qui avaient des nageoires, avec des muscles et avec un seul axe, et qui sont, disons, des cousins du sélacanthe. Et ça, c'était il y a? Ça a commencé il y a environ 390 millions d'années. Longue histoire. Longue histoire, effectivement. Voici une mâchoire d'Hyparion, c'est-à-dire un cheval fossile qui a disparu à la fin du Miocène supérieur et qui se caractérisait par ses trois doigts et qui a été trouvé dans ce type de roche. Je fouille dans cette carrière depuis 1973. Je suis surtout spécialisé dans les antilopes. Les mammifères, ils sont de grosse taille, ils sont très rares et correspondent en général soit à des individus très âgés, soit à des individus très jeunes. Cette pièce correspond à une corne complète d'antilope. L'étui corné qui forme la partie elle-même de la corne est très rarement conservé du fait qu'il est très fragile et se fossilise extrêmement rarement. Il s'agit du crâne d'un suidé, c'est-à-dire une branche voisine des sangliers actuels, sauf que l'espèce du coiron représente un suidé qui a disparu à la fin du Miocène supérieur. Là, on distingue pour la mâchoire supérieure les trois molaires qui sont relativement bien conservés, alors que les prémolaires n'ont pas pu être conservés. Ils présentent une importante différence au niveau du maxillaire supérieur, chez qui les mâles présentaient des défenses développées alors que les femelles en étaient dépourvues.
C'est un rat fruitier dont l'espèce actuelle vit uniquement au Japon, dans le sud du Japon, et qui, elle, ne vole pas du tout, alors que l'espèce du coiron était adaptée un peu comme les écureuils volants, à un vol plané d'arbre en arbre. Les pattes postérieures de cet animal sont très intéressantes car elles présentent la particularité d'offrir des griffes très développées qui permettaient à l'animal de se hisser au sommet des arbres sans aucun problème et ensuite de les pattes avant repliées et sous-tendant une membrane appelée patagium qui permettait à l'animal, lorsqu'il voulait planer, de se détendre et ensuite de se laisser planer d'arbre en arbre pour y rechercher sa nourriture. Il s'agit de déjections qui prouvent qu'un carnivore vivait dans les eaux du lac, certainement une loutre. Les analyses de ces déjections montrent qu'elles sont principalement composées de restes de poissons. La finesse du sédiment permet aussi la conservation de bois fossiles avec leur structure d'origine, ce qui permet de les identifier facilement. En l'occurrence, on voit les restes d'une branche de pin. Voici la diatomite du site. Et c'est en cassant ces blocs, en creusant, qu'on va retrouver les restes d'animaux qui ont vécu ici il y a des millions d'années. Par exemple, cet animal-là, on a les éléments d'un squelette de petit lapin, on voit sa tête, ses vertèbres, ses côtes. Cet animal est dissocié, c'est-à-dire qu'il n'est pas conservé en entier, et ça représente un état particulier de certains animaux qu'on va retrouver fossilisés sur ce site. Certains, par contre, vont présenter un état bien meilleur, comme celui-ci, c'est-à-dire que tous les ossements sont en connexion anatomique de cet animal, avec sa tête, sa colonne vertébrale, ses pattes, et même l'empreinte de son corps et de ses oreilles qui a pu être préservée par la finesse du grain de cette diatomite. Cette petite souris a été piégée par la diatomite il y a bien des millions d'années. Et au dégagement, on a découvert quelque chose de particulier, près de son crâne, ici, quelque chose qui n'est pas de l'os, c'est un petit caillou. Et ce petit caillou, c'est peut-être un indice du volcan tueur, une petite bombe volcanique, qui a peut-être tué cet animal il y a bien des millions d'années. Bernard, bonjour. Bonjour Francis. On vient de voir que dans les diatomites, les fossiles étaient conservés de façon extraordinaire. Mais toi, tu as fait une découverte qui est encore plus spectaculaire. Qu'est-ce que tu as trouvé? Oui, c'est une femelle gravide, Hyparion. Gravide, ça veut dire en fait que la femelle est enceinte. Et que donc, tu as trouvé le fœtus conservé à l'intérieur de la femelle. Voilà, alors voilà justement, je suis en train de ranger là des ossements que j'ai retrouvés au niveau ventral. Alors ça, c'est le bassin du fœtus? Et tu as trouvé d'autres choses? Oui, une incisive. Oui, et en fait, même on voit, là, avec le petit trou qui est ici, on voit que c'est un germe, en fait. C'est-à-dire que l'animal, c'est vraiment un fœtus, c'est voilà, un animal qui est prêt à naître. On peut voir la femelle, tu as dit que c'était un hyparion. Oui, oui, tout à fait. Un hyparion, en fait, il faut peut-être expliquer, c'est un ancêtre de notre cheval. C'est un cheval particulier qui a 3 doigts aux pattes, alors que notre cheval actuel n'a qu'un seul doigt sur les pattes. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir la qualité de conservation, puisqu'on trouve les poils et les plumes même chez certains oiseaux. Comment on explique ça, cette finesse de la conservation? Oui, alors les animaux se sont retrouvés emprisonnés dans des boues à diatomées. Les diatomées sont des algues siliceuses extrêmement fines qui ont formé un voile de protection et qui ont permis cette parfaite momification des animaux. On retrouve même la peau, donc. Oui, oui, on pourrait même imaginer extraire des éléments à ces niveaux-là. C'est quand même véritablement extraordinaire. Comment est-ce qu'on explique l'accumulation que l'on a dans ce lac? On a des hypothèses de travail? C'est un marécage? Bien, on a 2 hypothèses, ou celle de marécage, où les animaux se seraient fait piéger, ou celle de phénomènes volcaniques qui auraient empoisonné l'ensemble des animaux. Oui, un petit peu comme ce qui s'est passé au lac Nyos au Cameroun il y a quelques années, où un dégazage d'un volcan a complètement empoisonné l'atmosphère, tuant tout ce qui vivait dans le lac et à proximité du lac, ce qui expliquerait qu'on retrouve dans ce gisement des poissons, des oiseaux qui éventuellement volaient au-dessus, et puis des mammifères qui barbotaient sur les bords du lac. Voilà. Et ils restent tout de même éparpillés, ces mammifères. Donc en fait, ils sont très rares, on les retrouve que par-ci, par-là, dans la couche, ce qui est... Parce que dans un marécage, on aurait une accumulation les uns sur les autres. Voilà.
Les fossiles sont véritablement conservés de manière exceptionnelle dans ce gisement. Mais ce qui est véritablement spectaculaire, ce sont les insectes. J'ai découvert le site du Coiron alors que j'étais étudiant à l'université Claude Bernard. Et avec Jean-Paul Romagy, week-end après week-end, semaine après semaine, nous sommes venus fouiller pour découvrir tout un tas d'animaux qui vivaient là. Parmi ces animaux, les insectes sont très abondants et très bien conservés. En fait, dans la nature actuelle, les insectes sont partout. Ils l'étaient aussi dans le passé. Et c'est pour ça que quand les conditions le permettent, on peut avoir des animaux aussi bien conservés que ceux-là. Parmi ces animaux, on va trouver des fourmis volantes. On va trouver aussi des termites. On va trouver des sortes de petites libellules, de sauterelles. Et on va même trouver les larves de certains animaux, notamment des larves de libellules qui vivaient dans les eaux du lac. À côté des insectes, on trouve les araignées, qui sont un autre groupe, et notamment des spécimens aussi remarquablement conservés avec les poils des pattes et tous les détails qui permettent leur détermination par les spécialistes. Ce fossile de bousier, par exemple, en fait, il nous raconte toute une histoire. Les bousiers, ça aime bien les déjections, mais celui-ci vivait peut-être près des déjections d'hyparions ou d'antilopes qui vivaient sur les berges du lac il y a des millions d'années. Mais aussi cet animal-là, ses plus proches parents, on ne les retrouve plus qu'en Asie du Sud-Est. Alors cette parenté lointaine, ça nous raconte une histoire, l'évolution des climats depuis 8 millions d'années, et même bien au-delà. La qualité diatomite a permis la conservation des couleurs de ces insectes. Et il est extraordinaire de les retrouver bien des millions d'années plus tard. Et en cela, le site du Coiron est complètement unique en Europe. Dans ces diatomites, on a donc retrouvé une grande quantité d'organismes. Des insectes, des poissons, des mammifères, des oiseaux. Tous ces animaux vivaient bien évidemment dans un environnement végétal. Aujourd'hui, Privas, capitale de l'Ardèche, c'est aussi la capitale de la châtaigne. C'est ici qu'on produit le marron glacé. Nos ancêtres préhistoriques, eux, ils ont probablement dégusté plutôt le marron gelé. Moi, je préfère celui-là quand même, le marron glacé, c'est nettement meilleur. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a 8 millions d'années, il y avait déjà des châtaignes dans le Coiron? Oui, Francis Duranton, j'ai eu l'occasion de retrouver dans la diatomite la plus ancienne châtaigne ardéchoise. En clivant ce bloc, j'ai retrouvé cette momie qui est conservée de manière parfaite. Alors l'intérêt de découvrir les végétaux, c'est de pouvoir reconstituer le climat de l'époque, qui était un climat subtropical. Et aujourd'hui, encore, certaines espèces vivent encore dans notre contrée, notamment le tilleul, le châtaignier, bien entendu, mais aussi le chêne, la vigne, et aussi des pommes de pin, qui ont encore conservé la faculté de s'ouvrir et de se fermer, comme une pomme de pin actuelle, 8 millions d'années plus tard. De la vigne au vin, il n'y a qu'un pas. Et on n'imagine pas à combien la diatomite et la vigne sont encore liées aujourd'hui. Monsieur Arlot, vous ici, vous utilisez de la diatomite. Pourquoi faire? Nous utilisons la diatomite uniquement pour la filtration. Alors le but de la filtration, c'est de rendre des vins plus limpides, plus brillants, en supprimant les impuretés, style levure ou bactéries. Alors le principe, c'est assez simple. Donc on fait circuler le vin à la perpendiculaire d'une masse poreuse. Et cette masse poreuse, on l'appelle tout simplement la terre. Et cette masse poreuse, en fait, c'est la diatomite. Elle sert, on le voit, pour le vin, mais elle sert aussi pour la bière. La diatomite, ça sert également comme abrasif, un abrasif extrêmement fin. Ça sert aussi pour faire des pâtes à dentifrice. Et ça sert, surtout, ça servait autrefois pour quelque chose. Vous savez quoi? La dynamite. Eh bien, avant de nous quitter, comme d'habitude, quelques ouvrages. Tout d'abord, un superbe CD-ROM publié par les éditions Microfolies, L'Océan des Origines, CD-ROM qui a été coordonné par Daniel Gouget, vous savez, l'homme qui nous a raconté l'évolution des poissons. Et puis, Éric Buffetot vient de publier, dans la collection Que sais-je, aux presses universitaires de France, une histoire de la paléontologie, pour découvrir un petit peu tous les grands noms qui ont fait cette discipline. Enfin, un ouvrage publié par Stéphane Jay Gould, enfin sous la coordination de Stéphane Jay Gould, Le livre de la vie aux éditions Seuil, dans la collection Sciences ouvertes. Et pour finir, l'ouvrage qu'a publié Bernard Rioux, Ardèche, terre de volcans, une publication du musée de paléontologie de la Voulte-sur-Rhône, où je suis actuellement, et que je vous incite vivement à venir découvrir. Allez, moi je vous laisse. Au revoir.
Qui est magnifique. C'est vrai qu'elle est belle. Superbe. Ouais. Vous avez le merlan de Méditerranée qui est ici. Et comme poisson d'eau douce, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la truite de pays. La truite de l'Ardèche. La truite de l'Ardèche, c'est vrai qu'elle ressemble quand même aux poissons qu'il y avait il y a 8 millions d'années. Ces poissons, ils ont évolué depuis très très longtemps. Quelle est l'histoire des poissons? Alors dis-moi Daniel, cette évolution des poissons, ça commence quand? Parce que c'est une longue histoire quand même. C'est effectivement une longue histoire, ça commence il y a 500 millions d'années et ça va passer par une série d'épisodes qui vont finalement aboutir à nous-mêmes. Et ça commence avec des petites bêtes qui sont couvertes d'une carapace, c'est ce qu'on appelle des ostéostracés, et qui ont cette particularité de ne pas avoir de nageoires. Ça paraît bizarre pour des poissons. Des poissons sans nageoires. Eh oui, c'est des poissons sans nageoires et c'est aussi des poissons sans mâchoire, qui sont représentés encore aujourd'hui d'ailleurs par les myxines et les lamproies. Et puis les nageoires vont apparaître chez un groupe de poissons sans mâchoire et ensuite la mâchoire va apparaître, ce sera avec les placodermes. Et là, on commence à être avec des animaux qui se débrouillent très très bien dans l'eau, qui arrivent à se diriger facilement, qui sont des chasseurs, des prédateurs. Et ensuite, pratiquement au même moment, il va y avoir une espèce d'explosion dans l'évolution avec des groupes qui se distinguent surtout par des types de structures différentes. C'est-à-dire, une partie vont avoir des nageoires rayonnées, c'est-à-dire sur la ceinture pectorale, c'est l'os qui porte les nageoires, il va y avoir toute une série de rayons qui vont s'installer, exactement comme un éventail. On les connaît aujourd'hui, c'est les truites, c'est les dorades. Quand on regarde une nageoire de truite ou de dorade, on voit qu'il y a toute une série de rayons. Ceux-là vont être particulièrement brillants et ils vont réussir puisque aujourd'hui ils représentent 99% de la faune. C'est il y a combien de millions d'années ça à peu près que ça apparaît? Ça apparaît à peu près vers 400 millions d'années. 400 millions d'années déjà. Eh oui, déjà. Donc l'ancêtre de notre truite est finalement très ancien. Et il est très ancien, effectivement. En même temps, on va avoir les ancêtres des requins et des raies qui vont apparaître à peu près à la même période. Et puis, dans l'ensemble qui est à proximité des truites, à proximité de ce qu'on appelle les actinoptérygiens, les poissons à nageoires rayonnées, eh bien, il y a un groupe particulier qu'on appelle les sarcoptérygiens, ce qui veut dire les nageoires charnues. Ça, c'est le sélacanthe. Ah ben voilà, voilà c'est ça. D'accord. C'est le sélacanthe. Par des coulées de lave qui constituent aujourd'hui le Coiron. Cette lave s'est solidifiée, a protégé les diatomites de l'érosion. Ainsi, on retrouve les diatomites sous 50 mètres de basalte. Je suis ici donc sur la bordure est du volcan et ce que vous voyez à côté de moi, c'est tout simplement les couches successives de lave qui se sont empilées les unes sur les autres. Si j'ai bien compris, la diatomite, elle est dessous. Alors on va aller voir si elle y est. Quand même, il faut y grimper dans ce coin. C'est pas forcément évident. Temps de prendre un petit marteau. Voilà. La diatomite, c'est une roche d'origine lacustre. Et effectivement, elle est bien sous le basalte. Et vous voyez, elle est composée de petits feuillets, empilés les uns sur les autres. Ces feuillets, si on les ouvre précautionneusement, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? L'une des propriétés de la diatomite, c'est sa légèreté. Comme vous pouvez le constater, cette roche est extrêmement légère puisqu'elle flotte sur l'eau. Dans ce type de milieu, se sont piégés de nombreux organismes qui sont préservés
à l'état de véritable momie. Sur le terrain, cette roche, en fait, est imbibée d'eau. Elle contient jusqu'à 70% d'eau. Alors, dans cette roche, j'ai retrouvé un ensemble d'organismes, de nombreux végétaux, comme par exemple cette feuille de vigne, qui est datée à peu près de 8 millions d'années, cette feuille de châtaignier. On peut retrouver aussi des insectes, par exemple ce remarquable coléoptère, cette sauterelle, mais aussi, plus rarement, des vertébrés. Soit, en partageant la roche, en l'ouvrant, on peut tomber carrément sur le poisson. Il n'y a presque pas de travail. Mais, la plupart du temps, on va retrouver les organismes comme cela. En partageant la roche, on voit uniquement le relief de l'animal. Il va falloir préparer petit à petit l'échantillon. Voilà, je suis en train de travailler sur une antilope, justement. Ça fait à peu près déjà 1 an. C'est un long travail de dégagement, de patience. Voici la diatomite du site. Et c'est en cassant ces blocs, en creusant, qu'on va retrouver les restes d'animaux qui ont vécu ici il y a des millions d'années. Par exemple, cet animal-là, on a les éléments d'un squelette de petit lapin, on voit sa tête, ses vertèbres, ses côtes. Cet animal est dissocié, c'est-à-dire qu'il n'est pas conservé en entier, et ça représente un état particulier de certains animaux qu'on va retrouver fossilisés sur ce site. Certains, par contre, vont présenter un état bien meilleur, comme celui-ci, c'est-à-dire que tous les ossements sont en connexion anatomique de cet animal, avec sa tête, sa colonne vertébrale, ses pattes, et même l'empreinte de son corps et de ses oreilles qui a pu être préservée par la finesse du grain de cette diatomite. Cette petite souris a été piégée par la diatomite il y a bien des millions d'années. Et au dégagement, on a découvert quelque chose de particulier, près de son crâne, ici, quelque chose qui n'est pas de l'os, c'est un petit caillou. Et ce petit caillou, c'est peut-être un indice du volcan tueur, une petite bombe volcanique, qui a peut-être tué cet animal il y a bien des millions d'années. Bernard, bonjour. Bonjour Francis. On vient de voir que dans les diatomites, les fossiles étaient conservés de façon extraordinaire. Mais toi, tu as fait une découverte qui est encore plus spectaculaire. Qu'est-ce que tu as trouvé? Oui, c'est une femelle gravide, Hyparion. Gravide, ça veut dire en fait que la femelle est enceinte et que donc tu as trouvé le fœtus conservé à l'intérieur de la femelle. Voilà, alors voilà justement, je suis en train de ranger là des ossements que j'ai retrouvés au niveau ventral. Alors ça, c'est le bassin du fœtus. Et tu as trouvé d'autres choses? Oui, une incisive. Oui, et en fait même on voit, là avec le petit trou qui est ici, on voit que c'est un germe en fait, c'est-à-dire que l'animal c'est vraiment un fœtus, c'est voilà, un animal qui est prêt à naître. On peut voir la femelle, tu as dit que c'était un hyparion. Oui, oui, tout à fait. Un hyparion en fait, il faut peut-être expliquer, c'est un ancêtre de notre cheval. C'est un cheval particulier qui a 3 doigts aux pattes, alors que notre cheval actuel n'a qu'un seul doigt sur les pattes. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir la qualité de conservation, puisqu'on trouve les poils et les plumes même chez certains oiseaux. Comment on explique ça, cette finesse de la conservation? Oui, alors les animaux se sont retrouvés emprisonnés dans des boues à diatomées. Les diatomées sont des algues siliceuses extrêmement fines qui ont formé un voile de protection et qui ont permis cette parfaite momification des animaux. On retrouve même la peau, donc. Oui, oui, on pourrait même imaginer extraire des éléments à ces niveaux-là. C'est quand même véritablement extraordinaire. Comment est-ce qu'on explique l'accumulation que l'on a dans ce lac? On a des hypothèses de travail, c'est un marécage? Bien, on a 2 hypothèses, ou celle De se hisser au sommet des arbres sans aucun problème, et ensuite de les pattes avant repliées et sous-tendant une membrane appelée patagium, qui permettait à l'animal, lorsqu'il voulait planer, de se détendre, et ensuite de se laisser planer d'arbre en arbre pour y rechercher sa nourriture.
Il s'agit de déjections qui prouvent qu'un carnivore vivait dans les eaux du lac, certainement une loutre. Les analyses de ces déjections montrent qu'elles sont principalement composées de restes de poissons. La finesse du sédiment permet aussi la conservation de bois fossiles avec leur structure d'origine, ce qui permet de les identifier facilement. En l'occurrence, on voit les restes d'une branche de pin. Voici la diatomite du site. Et c'est en cassant ces blocs, en creusant, qu'on va retrouver les restes d'animaux qui ont vécu ici il y a des millions d'années. Par exemple, cet animal-là, on a les éléments d'un squelette de petit lapin, on voit sa tête, ses vertèbres, ses côtes. Cet animal est dissocié, c'est-à-dire qu'il n'est pas conservé en entier, et ça représente un état particulier de certains animaux qu'on va retrouver fossilisés sur ce site. Certains, par contre, vont présenter un état bien meilleur, comme celui-ci, c'est-à-dire que tous les ossements sont en connexion anatomique de cet animal, avec sa tête, sa colonne vertébrale, ses pattes, et même l'empreinte de son corps et de ses oreilles qui a pu être préservée par la finesse du grain de cette diatomite. Cette petite souris a été piégée par la diatomite il y a bien des millions d'années. Et au dégagement, on a découvert quelque chose de particulier, près de son crâne, ici, quelque chose qui n'est pas de l'os, c'est un petit caillou. Et ce petit caillou, c'est peut-être un indice du volcan tueur, une petite bombe volcanique, qui a peut-être tué cet animal il y a bien des millions d'années. Bernard, bonjour. Bonjour Francis. On vient de voir que dans les diatomites, les fossiles étaient conservés de façon extraordinaire. Mais toi, tu as fait une découverte qui est encore plus spectaculaire. Qu'est-ce que tu as trouvé? Oui, c'est une femelle gravide, Hyparion. Gravide, ça veut dire en fait que la femelle est enceinte. Et que donc, tu as trouvé le fœtus conservé à l'intérieur de la femelle. Voilà, alors voilà justement, je suis en train de ranger là des ossements que j'ai retrouvés au niveau ventral. Alors ça, c'est le bassin du fœtus? Et tu as trouvé d'autres choses? Oui, une incisive. Oui, et en fait, même, on voit, là, avec le petit trou qui est ici, on voit que c'est un germe, en fait. C'est-à-dire que l'animal, c'est vraiment un fœtus, c'est voilà, un ça animal confirme qui est prêt à naître. On peut voir la femelle, tu as dit que c'était un hyparion. Oui, oui, tout à fait. Un hyparion, en fait, il faut peut-être expliquer, c'est un ancêtre de notre cheval. C'est un cheval particulier qui a 3 doigts aux pattes, alors... Un problème, et ensuite les pattes avant repliées et sous-tendant une membrane appelée patagium, qui permettait à l'animal, lorsqu'il voulait planer, de se détendre et ensuite de se laisser planer d'arbre en arbre pour y rechercher sa nourriture. Il s'agit de déjections qui prouvent qu'un carnivore vivait dans les eaux du lac, certainement une loutre. Les analyses de ces déjections montrent qu'elles sont principalement composées de restes de poissons. La finesse du sédiment permet aussi la conservation de bois fossiles avec leur structure d'origine, ce qui permet de les identifier facilement. En l'occurrence, on voit les restes d'une branche de pin. Voici la diatomite du site. Et c'est en cassant ces blocs, en creusant, qu'on va retrouver les restes d'animaux qui ont vécu ici il y a des millions d'années. Par exemple, cet animal-là, on a les éléments d'un squelette de petit lapin, on voit sa tête, ses vertèbres, ses côtes. Cet animal est dissocié, c'est-à-dire qu'il n'est pas conservé en entier, et ça représente un état particulier de certains animaux qu'on va retrouver fossilisés sur ce site. Certains, par contre, vont présenter un état bien meilleur, comme celui-ci, c'est-à-dire que tous les ossements sont en connexion anatomique de cet animal, avec sa tête, sa colonne vertébrale, ses pattes, et même l'empreinte de son corps et de ses oreilles qui a pu être préservée par la finesse du grain de cette diatomite. Cette petite souris a été piégée par la diatomite il y a bien des millions d'années. Et au dégagement, on a découvert quelque chose de particulier, près de son crâne, ici, quelque chose qui n'est pas de l'os, c'est un petit caillou. Et ce petit caillou, c'est peut-être un indice du volcan tueur, une petite bombe volcanique, qui a peut-être tué cet animal il y a bien des millions d'années. Bernard, bonjour. Bonjour Francis. On vient de voir que dans les diatomites, les fossiles étaient conservés de façon extraordinaire. Mais toi, tu as fait une découverte qui est encore plus spectaculaire. Qu'est-ce que tu as trouvé? Oui, c'est une femelle gravide, Hyparion.
Gravide, ça veut dire en fait que la femelle est enceinte et que donc tu as trouvé le fœtus conservé à l'intérieur de la femelle. Voilà, alors voilà justement, je suis en train de ranger là des ossements que j'ai retrouvés au niveau ventral. Alors ça, c'est le bassin du fœtus. Et tu as trouvé d'autres choses? Oui, une incisive. Oui, et en fait, même on voit, là, avec le petit trou qui est ici, on voit que c'est un germe, en fait. C'est-à-dire que l'animal, c'est vraiment un fœtus, c'est Voilà, un ça animal confirme qui est prêt à naître. On peut voir la femelle, tu as dit que c'était un hipparion. Oui, oui, tout à fait. Un hipparion, en fait, il faut peut-être expliquer, c'est un ancêtre de notre cheval. C'est un cheval particulier qui a 3 doigts aux pattes, alors que notre cheval actuel n'a qu'un seul doigt sur les pattes. Représente un suidé qui a disparu à la fin du Miocène supérieur. Là, on distingue pour la mâchoire supérieure les 3 molaires qui sont relativement bien conservés, alors que les prémolaires n'ont pas pu être conservés. Ils présentent une importante différence au niveau du maxillaire supérieur, chez qui les mâles présentaient des défenses développées alors que les femelles en étaient dépourvues. C'est un rat fruitier dont l'espèce actuelle vit uniquement au Japon, dans le sud du Japon, et qui, elle, ne vole pas du tout, alors que l'espèce du coiron était adaptée un peu comme les écureuils volants, à un vol plané d'arbre en arbre. Les pattes postérieures de cet animal sont très intéressantes, car elles présentent la particularité d'offrir des griffes très développées, qui permettaient à l'animal de se hisser au sommet des arbres sans aucun problème, et ensuite de les pattes avant repliées et sous-tendant une membrane appelée patagium, qui permettait à l'animal, lorsqu'il voulait planer, de se détendre et ensuite de se laisser planer d'arbre en arbre pour y rechercher sa nourriture. Il s'agit de déjections qui prouvent qu'un carnivore vivait dans les eaux du lac, certainement une loutre. Les analyses de ces déjections montrent qu'elles sont principalement composées de restes de poissons. La finesse du sédiment permet aussi la conservation de bois fossiles avec leur structure d'origine, ce qui permet de les identifier facilement. En l'occurrence, on voit les restes d'une branche de pin. Voici la diatomite du site. Et c'est en cassant ces blocs, en creusant, qu'on va retrouver les restes d'animaux qui ont vécu ici il y a des millions d'années. Par exemple, cet animal-là, on a les éléments d'un squelette de petit lapin, on voit sa tête, ses vertèbres, ses côtes. Cet animal est dissocié, c'est-à-dire qu'il n'est pas conservé en entier, et ça représente un état particulier de certains animaux qu'on va retrouver fossilisés sur ce site. Certains, par contre, vont présenter un état bien meilleur, comme celui-ci, c'est-à-dire que tous les ossements sont en connexion anatomique de cet animal, avec sa tête, sa colonne vertébrale, ses pattes, et même l'empreinte de son corps et de ses oreilles qui a pu être préservée par la finesse du grain de cette diatomite. Cette petite souris a été piégée par la diatomite il y a bien des millions d'années. Et au dégagement, on a découvert quelque chose de particulier, près de son crâne, ici, quelque chose qui n'est pas de l'os, c'est un petit caillou. Et ce petit caillou, c'est peut-être un indice du volcan tueur, une petite bombe volcanique qui a peut-être tué cet